Très bientôt, la ville de Lubumbashi sera dotée de 5 camions anti-incendie, 2 unités de motopompes simples et une unité de camions portant des motopompes portatives. Le protocole d'accord a été signé aujourd'hui entre le conseiller à l'ambassade du Japon et l'autorité urbaine. Le gouvernement japonais signifie que ce projet de plus de $100,000 américains est une aide non remboursable. Dans cette édition du journal, nous vous parlerons également de la lutte contre l'exploitation sexuelle, une lutte axée plus sur la dénonciation des cas de viols commis à l'égard de l'homme et de la femme. Je suis très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Nous allons commencer par cette nouvelle. Le chef de l'exécutif provincial, Moïse Katumbi Chiapoué, a procédé à l'inauguration des nouvelles installations de l'université de Kolwezi. Il a également procédé au lancement de la pelouse synthétique du stade d'Uro. Nous sommes toujours dans la ville minière de Kolwezi. Vous aurez donc un élément élaboré dans nos prochaines éditions. Je le disais tantôt au sommaire, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda et le conseiller à l'ambassade du Japon, Sushi Nugoshi, viennent de signer ce jeudi 5 mars un protocole d'accord. Au terme de ce projet, la mairie de Lubumbashi sera donc dotée de 5 camions pour lutter contre les incendies. Maurice Mazel nous en parle. Dans le cadre de la coopération bilatérale du Japon et de la République démocratique du Congo, la mairie de Lubumbashi vient de signer le protocole d'accord avec l'ambassade du Japon. Ce projet consiste à mettre à la disposition de la ville de Lubumbashi 5 véhicules anti-incendie, 2 unités de motopompes simples, une unité de camion muni d'une pompe portative et des pièces de réchange. Le coût de ce projet s'élève à $182 790 américains. Le gouvernement du Japon vient de financer ce projet dans le cadre de l'aide non remboursable. C'est un honneur pour nous. Voilà pourquoi je tiens à remercier à travers l'ambassadeur du Japon à la République démocratique du Congo, à remercier le gouvernement japonais pour cette coopération et pouvoir doter à la ville de Lubumbashi 5 camions anti-incendie. Ce n'est pas fait. J'aimerais aussi faire remarquer que ce projet est le premier projet réalisé dans le cadre de coopération bilatérale du Japon à Lubumbashi. L'événement a eu lieu dans la petite salle de l'hôtel de ville de Lubumbashi. C'était en présence de quelques bourgmestres de communes et de chefs de services urbains. Allons à présent au ministère provincial des Finances, où Christian Mwandosimba Kabulo s'est entretenu ce jeudi avec les membres de la commission de reddition des comptes en séjour de travail dans la capitale cuprifère. Il était donc question de faire l'évaluation de l'affectation des fonds reçus du Trésor public. Images et commentaires, Edouard Kankou. Conformément à l'exercice budgétaire 2014, une commission de reddition des comptes composée de 22 personnes séjourne à Lubumbashi depuis le 2 mars dernier. En réunion de prise de contact avec Christian Mwando, le patron des finances en province, ils ont fait le point sur les fonds reçus du Trésor public, leur affectation et utilisation. Le ministre du gouvernement central chargé des finances a envoyé dans notre province, je crois comme dans d'autres provinces, une mission de 22 personnes pour venir vérifier ce que nous avons reçu comme rétrocession pour le fonctionnement, ce que nous avons reçu comme rétrocession en investissement et l'utilisation qui en a été faite, que ce soit pour la province, pour l'Assemblée provinciale et pour les ETD. Le ministre provincial des Finances a fait mention des recettes de Kinshasa qui représentent presque 10% seulement de ce que la province produit. Les fonds qui viennent de Kinshasa ne représentent plus qu'environ 10% des fonds de la province. Donc dégager ce que nous avons fait particulièrement avec ces fonds, ça va être difficile, mais nous allons leur donner l'état de l'exécution de l'ensemble des fonds que nous avons eu à gérer au niveau de la province, quitte à dégager, peut-être à isoler pour eux les 10% que nous avons reçus de Kinshasa.
Néanmoins, cette commission de reddition des comptes a tout l'appui du ministère pour effectuer son travail de collecte de données en matière de finances publiques. Voici maintenant 59 ans depuis que le tunnel 24 heures sur 24 a été érigé. Près d'un siècle après, l'ouvrage a naturellement vieilli et perd son éclat. Depuis son inauguration, il n'a jamais subi des travaux techniques de réfection, mais selon l'ingénieur Jean Bayo, expert consultant à la mairie de Lubumbashi, aucun danger d'écroulement en est à craindre. Ce monument peut, cet ouvrage peut durer jusqu'à 2 siècles. Léon Magloire Monga nous en parle. L'ouvrage est maintenant vieux de 59 ans. Il avait été érigé après la visite du roi Baudouin en 1959. Après plus d'un demi-siècle, le tunnel se dégrade. Les garde-fous sont souvent victimes des conducteurs maladroits presque chaque jour. Et les carreaux placés vers ces années-là le long des murs disparaissent un à un. Ceux qui persistent ont déjà perdu de leur éclat. Le plafond du tunnel est quant à lui victime du frottement des véhicules ayant des carrosseries en hauteur. Au-dessus de l'ouvrage, c'est la voie ferrée de la SNCC qui reçoit quotidiennement le train et à chaque passage des engins de la SNCC, ceux qui vendent en dessous sentent un tremblement qu'ils jugent assez étrange. Mais pour l'ingénieur Jean Boyo, consultant permanent à la mairie, la vieille bâtisse ne présente à ce jour aucun danger d'écroulement. C'est un pont en béton. Et contrairement au pont métallique. Le pont métallique, le métal, oui. Mais le pont en béton résiste partout. Comme ici, il y a le pont de le Varkatouba, il y a le pont de la digue. Vous voyez que jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. S'il avait des problèmes, on aurait constaté les frustrations dans le mur. Comme il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Malgré le passage des trains chaque jour, ce qu'ils avaient prévu dans leur projet, ils ont prévu toute cette histoire-là. Néanmoins, l'on retiendra que l'ouvrage n'a jamais été rafraîchi, encore moins reconstruit depuis son inauguration. À ceci s'ajoute la problématique des égouts et avaloirs régulièrement bouchés, tâche à laquelle la mairie s'est toujours adonnée, mais non sans beaucoup de peine. Autre chose à présent, dans la première semaine du mois à 2 mars est consacrée la lutte contre l'exploitation sexuelle, l'une des formes des violences sexuelles qui gagnent du terrain dans nos sociétés actuelles. Cette lutte est beaucoup plus orientée vers la domination, vers la dénonciation, voulais-je dire, des cas des viols, que ce soit à l'égard des femmes et à l'égard des hommes, nous dit Consolat Kanja. Dénoncer toute forme de violence sexuelle est devenu l'une des pistes de solution pour lutter contre ce fléau à plusieurs volets. Actuellement, hommes et femmes sont tous frappés par les violences sexuelles et les auteurs, souvent interpellés par la justice, donnent l'impression de ne pas être sérieusement punis afin de décourager la pratique. De leur côté, les victimes et les familles stigmatisées par la société réfléchissent devant un dilemme, soit se taire pour éviter les préjugés, soit briser le silence en exerçant une action en justice pour une réparation. Cela devient un choix à opérer entre la dignité, l'honneur et le droit. L'exploitation sexuelle étant une branche des violences sexuelles est aussi l'une des pires formes de négation des droits fondamentaux de la personne humaine. Elle réduit l'être humain à une simple marchandise, achetée, vendue, menacée, isolée, violée, battue, surveillée, enfermés, torturés, les victimes deviennent donc des objets de consommation. Le phénomène est malheureusement utilisé par certains comme moyen ou prétexte pour traquer et calomnier les hommes. Néanmoins, l'on enregistre plus ou moins 4 millions de nouvelles victimes chaque année. 500 000 femmes par an sont victimes de traite à des fins de prostitution. Ainsi, dénoncer les cas de viol reste l'une des recommandations pour éradiquer les violences sexuelles, mais beaucoup reste encore à faire quant à la prise en charge psychologique des victimes. Et puisque nous parlons de la femme, retenez que cette année 2015, le 8 mars tombe un dimanche et les préparatifs sont vraiment timides. Il n'y aura pas de défilé comme les 3 dernières années, mais l'on nous signale qu'une marche de paix est organisée à la place, mais sans motif officiel de pagne comme les autres années. Et les couturières, elles, ne reçoivent plus des clientes comme c'était le cas à l'époque des défilés. C'est un constat de Isabelle Yumba, Karine Kabongue et Freddy Boukele. Cette année 2015, la journée du 8 mars tombe un dimanche et sera donc célébrée ce samedi 7 mars. En lieu et place du défilé, une marche pour la paix sera organisée. Il n'y aura pas non plus un pagne au motif officiel. Un véritable manque à gagner pour les couturières de Lubumbashi.
À l'époque du défilé, elle recevait près de 30 pièces de pagne par cliente. Et cette année, rien que 3 pièces de pagne réceptionnées par les couturières. Depuis que le défilé du 8 mars a été supprimé, nous ne recevons que très peu de clientes pour la couture des pagnes. Alors que le nombre de pièces était très élevé aujourd'hui, il y a une véritable baisse. Heureusement que les clientes habituelles demeurent fidèles. Néanmoins, nos clients habituels sont toujours là. Il faut dire que la célébration du 8 mars avec un défilé, c'était une véritable aubaine sur le plan financier et dans beaucoup de secteurs, particulièrement pour les couturières. Parlons de la ville de Lubumbashi qui revêt un caractère économique important et qui est parsemée des affiches publicitaires, mais il existe des normes à respecter pour leur implantation dans une ville qui ne soit pas du reste observée. La mairie de Lubumbashi qui gère ce secteur pointe du doigt certains publicitaires anonymes. C'est un reportage de Célestin Muganza et Richard Chipa. Pour implanter un panneau publicitaire, plusieurs services de l'État sont mis à contribution. Cette commission d'études est composée des services d'environnement, de la PCR, de la culture et arts, ainsi que de l'habitat. Pour implanter un panneau, il faut aussi respecter les normes. En publicité, il y a des normes. On ne peut pas superposer des panneaux. On ne peut pas mettre des panneaux qui obstruent la vue d'un autre panneau qu'on a mis avant. Vous ne pouvez pas mettre des panneaux, c'est de la ferraille, ça pèse beaucoup. On ne peut pas les mettre en terre superficiellement pour que quand il y a vent, il y a pluie, il y a intempérie, qu'ils puissent tomber facilement. Ça présente un danger pour la population. En cas d'accident causé par un panneau publicitaire, l'organe qui s'est chargé de son implantation est pénalement responsable, mais il faudrait qu'il soit encore répertorié des services compétents. Souvent, les gens trouvent que la procédure est longue. Parfois, on n'étudie pas les dossiers à temps. Et comme ils sont pressés, ils ont déjà pris de l'argent chez les annonceurs. Ils implantent les panneaux. Vous allez voir, c'est souvent les week-ends, samedi ou la nuit. Et vous vous réveillez le matin, vous trouvez qu'un panneau est déjà implanté. Les panneaux publicitaires sont censés occuper les servitudes de l'État et autres espaces publics selon les normes requises dans ce domaine. Les procédures administratives ne sont pas souvent respectées, d'où leur présence exagérée à n'importe quel endroit de la ville. Après 4 mois d'obscurité, le courant électrique a été rétabli dans la commune de Katouba, plus précisément aux environs du foyer social de cette commune. Ici, la population a dû fournir des efforts pour avoir cette énergie électrique et patienter de nouveau pour avoir la lumière. C'est un constat de Donatan Kazadi, Karim Kabongo et Freddy Bukele. Depuis novembre 2014, la population de Katouba 2, particulièrement celle des environs du foyer social, n'a plus été desservie en énergie électrique suite à une panne des disjoncteurs de la cabine. Pendant la durée de la panne, des cas d'insécurité ont été enregistrés, notamment le vol, les menaces et le harcèlement. Rentrer tard la nuit représentait un véritable danger de mort. Les habitants se sont organisés pour faire pression à la SNEL et finalement, le transformateur ainsi que le disjoncteur ont été remplacés dans la cabine. Le rétablissement du courant électrique dans ce quartier est un atout positif pour la reprise des activités commerciales. Plusieurs biens de consommation seront conservés convenablement et vendus frais. Autre chose à présent, pour diminuer le coût, les ménagères louchoises recourent désormais aux foyers améliorés et économiques, c'est-à-dire les brassereaux argileux qui ont non seulement une portée sociale mais aussi écologique. On peut donc cuire une grande quantité d'aliments avec un peu de braise. Ces brassereaux contribuent aussi à la réduction sensible de l'abattage des arbres. Antoine Roger Mbouilly et Richard Chimba pour ce reportage. C'est une autre alternative contre l'abattage sensible d'arbres. Le brasero argileux utilisé désormais dans des ménages permet de dépenser moins quant à l'achat de braise. Le brasero a déjà une braise à l'intérieur. La braise, ça s'appelle la pierre chauffée. Et cette braise que nous avons mis à l'intérieur est faite sur base de l'argile. L'argile, c'est un mauvais conducteur de la chaleur. Et les macales vont servir juste depuis Kongamoto.
En mettant la braise ici, vous allumez, toute cette chaleur sera accumulée dans cette pierre, avec la propriété de l'argile qui est un mauvais conducteur, et sera reflétée dans votre casserole et vous faites la cuisson à moins cher et plus rapidement possible. Tous les noms des foyers économiques ou améliorés, c'est-à-dire une cuisinière non électrique fonctionnant avec moins de bois de chauffe. La diffusion massive des foyers améliorés va nous permettre de diminuer tout la vitesse d'abattage à plus de 50% pour des raisons de cuisson. Et de plus en plus, beaucoup de Louchois commencent à en faire usage. C'est ça que j'utilise. Je n'utilise plus les braiseaux qu'on utilisait dans le temps. Ça m'aide à épargner d'abord de l'argent. Là où je pouvais utiliser un sac de braise pour un mois, aujourd'hui j'utilise la moitié. Donc j'utilise peu de braise pour cuire beaucoup de nourriture, par exemple dans ma maison. Outre ces avantages, ces braseros fabriqués localement présentent aussi un désavantage en termes de gains pour la vendeuse de la braise, qui n'a que ça comme activité commerciale pour la survie de son foyer. Le smartphone Alcatel D3 est la nouvelle gamme que l'entreprise de télécommunications Tigo vient de lancer à la grande place de la Poste. Le téléphone intelligent revient à 80 000 francs congolais. Il est mis à la disposition de la population louchoise. Celui-ci présente plusieurs avantages de communication avec succès. Plus de précisions avec Patricia Naïsmo-Kabia. L'entreprise de télécommunications Tigo a procédé le 5 mars à la place de la Poste au lancement de sa nouvelle gamme de téléphones intelligents smartphone Alcatel D3. Ce téléphone mis à la disposition de la population louchoise ayant un coût de 80 000 francs congolais offre une communication nette, simple et avec succès. Il possède 2 SIM. À l'achat du téléphone smartphone Alcatel D3, l'abonné Tigo bénéficie directement de 150 MB, 150 SMS, ainsi que d'autres avantages, comme le précise le chargé de marketing de Tigo Katanga, Christian Mouzango. En fait, smartphoniser vous permet, l'idée de Tigo est que tous les habitants de Lubumbashi, de Katanga aujourd'hui puissent avoir un smartphone qui leur permet d'accéder facilement à Internet. Et ce smartphone a plusieurs avantages, notamment des avantages en Internet, des avantages en SMS et en appel. À l'achat déjà, vous recevez 30 minutes, 150 SMS et 150 MB. Ce même forfait vous sera octroyé 6 fois de plus. Donc aujourd'hui, par exemple le 5, vous achetez le 5 du mois prochain, automatique directement, vous avez le forfait là. L'ambiance était festive avec une tombola qui offrait à chaque acheteur du téléphone un cadeau. À cela s'est ajouté l'artiste musicien Gino Kola qui a agrémenté la cérémonie. Et pour la rubrique Femmes sous les projecteurs, Linda Lukalou et son équipe se sont intéressés à Mwambouyi, une vendeuse d'arachides, de manioc et de maïs. Un travail qu'elle exerce depuis près de 10 ans. Regardez. Pour nouer les 2 bouts du mois et subvenir aux besoins de ses 3 enfants, Kambemba Marie, communément appelée Mwambouyi, est vendeuse de manioc, d'arachides et parfois de maïs. Elle n'a pas eu la chance d'aller loin dans ses études. Elle a préféré faire ce petit commerce loin de son domicile. Elle a ciblé ainsi une voie très fréquentée. Secondaire, mais maisha yalikomplikata, niliona pamoja tuchukue mwaya kufundisha masomo tuchukue na kaja sikuendelesha. Ndio ile maisha inatukomplike,
tunekala letu na vile mimi nakuwa kufika mwita bananyoa mimi nenda kubukweri kufika kule kubukweri kwa binafanya bila compliqué inakuwa nguvu ndio mimi nasema kwa sababu mimi sikala tena hivi sasa vile ushani compliqué kisha kwa nguvu kumbi vile nende nikamnaza hata kujisha yako ndio watoto wangu mwanzo fani ni kurisaidia hapo kama mimi nekala hivi piko nguvu mimi maisha piko nayo. Mais vendre la route n'est pas toujours une garantie d'une bonne affaire. Mwambui rencontre parfois des insolvables. C'est comme mkujisha. Muhimu kushasike niko na risaidia mpaka vile amuna sasa kusha kule tuanza kushaka kwa zamani utojisha unapata iko makuta. Hapa bisha kwa tu ni compliqué. Sasa moja utaona mishujishe mimi tenda Kongola kama ya mandeni nikifika kule na Kongola mandeni banaanza kunifuata mambo mandeni. Banaanza kunifuata makuta. Shina na makuta mimi kuishi naye hata vile niko naishi mpaka vile shina na makuta tosha kumulango. Sababu akusha kumulango na kusha kubalabala kuna chani. Ba mulango pale patakuwa ni huyu anakuwa anabeba ndeni. Huyu anakuwa anabeba ndeni na shita kuripi. Hapa mimi nikala pa balabala hapa, sasa mimi nikala pa society tutakuwa ule mtu eko nauza nikashi kumfano. Pengine sasa mwasta kuona ndina pa mlango. Vile kile kinatosha kusha pa mlango. Nishina na kintu. Mwambui ne se contente pas d'écouler sa marchandise seulement à ce coin, elle sillonne aussi la ville l'après-midi. Elle va vers les clients, une action souvent mal perçue par certains. Ujile mimi napata ile mafuta. Isaidia watoto kwa masomo saa moja. Isaidia na kubukari. Kama ni nekala pa bukari nitapata. Kama mimi nasema nyende nijunguluke nitembee mbalabala. Mtambese ule mama anaweza fanya binti kumwambia haya. Abistahili yeye kwanza kutemangala vile vitu kwa navaa. Mara vile jana kwa tupatia tu heshima yangu abu mama mimi nekala hapa. Ndio maana kwa tupatia heshima. Nina lungula moto hii kumikono jo ya mioko. Kambemba Marie, dit Mwambui, s'adresse aux femmes. Moye muko ba mama bazazi wakati shiba mama yetu bartuzala mwari bartuzala barikuwa bartuzala ni mkuba ile wakati bartuzala barikuwa mferozi moya ya mwi ferozi tuko nayo shie haikuwa mferozi abele ba mama yetu bartuzala mwi wakati napasha wewe mama beba moyo mwema yako hata bana kwatia mtoto kwa bwana wewe beba ile moyo yako mwema chunga wale watoto chunga unafaa vitu vimoya ya ovyo ndipo bado tutamnase ba mama ba hapa sasa abatupatie heshima ba mama ba zamani barikuwa bia ba hapa sasa abatupatie heshima utamuta tu ni vile kiloko anenda kwa mtoto kiloko paka vipi ndipo tupatie heshima sasa ba mama bena nasema ni kushiriwa kwa makuta kama shina na makuta ana na kazi na pengine kuku mama mwingine ashijue kwende kujisha hata hivi kuku mwingine ile anazobela pa mlango na grasa hii kazi kuzobele kwa tumita yanza je faso mimi kuyanza mitayanza wapi. Et avant de clore avec ce journal, suivez le 79e numéro du magazine d'information générale La République, paraissant dans la capitale Kinshasa. Le résumé, c'est avec Sylvie Moussaou. Bienvenue à ce numéro de lu pour vous tiré du 780e numéro du journal La République. Les enjeux de l'heure obligent, respect de la Constitution, Moïse Katumbi inflexible. Et dans les enjeux politiques, voici les candidats potentiels à la présidentielle 2016. Et en sport, l'Inafoot, Mazembe bat Lubumbashi Sport et passe en tête du classement partiel. Les enjeux de l'heure obligent, le respect de la Constitution, Moïse Katumbi inflexible. Titre à lire à la page 12. Le confrère note: qui a cru Moïse Katumbi fragile? Le gouverneur du Katanga semble sortir tous les atouts. L'homme politique qui ne se valait pas il y a peu. Initialement, l'homme d'affaires, Moïse Katumbi s'est révélé grand mécène, mais surtout bon dirigeant sportif. Quand il accède au gouvernorat des provinces à 2007, personne ne soupçonnait le succès qui sera le rien dans les années à venir. Pourtant, très peu de temps après, Moïse Katumbi se positionnera comme le gouverneur le plus populaire et le plus adulé de la République démocratique du Congo.
Depuis fin 2014, les observateurs se retrouvent devant un nouveau Moïse Katumbi. Bien qu'il n'ait pas encore affiché ses nouvelles ambitions politiques, l'homme donné pour conquérir la magistrature suprême en 2016 distille une sérénité, une fermeté, une intelligence insoupçonnée. À preuve, on en veut les confidences livrées par Khaled El-Raz de Afrique. Comme au sujet du tout récent entretien avec le chef de l'État congolais et le gouverneur du Katanga. Selon cette indiscrétion qui cite un conseiller du président de la République, le patron de l'exécutif provincial du Katanga est demeuré inflexible quant à sa position initiale de ne pas voir la constitution du pays subir une seule modification en ces moments précis. Il en est de même des échéances électorales pour lesquelles il prêche le déroulement dans les délais prévus. Position défendue imperturbablement depuis peu pour celui qu'on appelle affectueusement Boub au Katanga, comme l'assure son entretien avec un journaliste de la Livre Belgique, au cours duquel avoir affirmé ce qui est fondamental à mes yeux, c'est que tout le monde respecte la Constitution. L'analyse de cette confidence crédite Moïse Katumbi d'une qualité supplémentaire, celle de défendre sa position, sa thèse, quelles qu'en soient les circonstances de temps, de lieu et devant n'importe quel interlocuteur. Certaines autorités nationales ayant capitalisé les séjours quinois du gouverneur Katumbi pour espérer d'obtenir revirement ou renoncement à ses convictions exprimées en auraient appris à leur dépens assure certaines choses. Et en page 8, on peut lire les candidats potentiels à la présidentielle 2016. Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Léon Kengo-Wandondo, Adolphe Muzito, Freddy Matungulu, Denis Mukwege, et dans la 7e catégorie sont réunis tous ceux qui attendent que le jeu soit ouvert au sein de la majorité présidentielle et de l'opposition. De rumeurs persistantes parlent de Augustin Matata Mponyo, Oben Inako, Évariste Bochab, Martin Fayoulou, etc. Cependant, les Congolais attendent voir d'autres politiques secouer les cocotiers au sein de deux blocs politiques, des hommes dont la notoriété n'est pas à démontrer et qui n'auront pas à se dépenser pour être élus à la présidentielle. Ici, tout le monde attend que Moïse Katumbi se prononce. Et en sport, l'on peut lire l'Inafoot Mazembe par Lubumbashi Sport et passe en tête. Le TP Mazembe s'est imposé assez facilement sur Lubumbashi Sport hier par 3 buts à 1. Roger Assalé, la nouvelle recrue ivoirienne, s'est illustré par un jet flamboyant avec 2 buts à la clé avant que Samata, l'éditeur maison, n'écorce la série. Avec cette victoire, le Tupisa Mazembe totalise 9 points et se positionne devant un vieux club qui, en ligne, fin de ces numéros de Lu pour vous. Merci et à la prochaine.